Et si l'arrivée des marques était une nouvelle opportunité pour les distributeurs? C'est donc sous ce prisme très positif que nous allons poser cette question. Car toutes les discussions dont nous sommes témoins depuis tout à l'heure induisent cette évolution qui touche à la relation entre les marques et les distributeurs. Est-ce que leur cohabitation et leur collaboration est vraiment remise en question? Est-ce que les distributeurs vont continuer à apporter leur savoir-faire, peut-être en marque blanche? Autant de questions auxquelles a accepté de répondre le PDG de Cdiscount, qui a été cité d'ailleurs plusieurs fois au long de l'après-midi, qui pourra également en témoigner. J'ai nommé Emmanuel Grenier, que j'invite sur scène, accompagné de Marc Lolivier, votre Thierry Ardisson. Merci Charlotte. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de marque, on va continuer à parler de marque, mais on va prendre un autre angle, qui est celui des distributeurs, et pas des moindres, puisqu'on a la chance d'avoir ici le premier site de e-commerce français, le deuxième sur notre classement. C'est Emmanuel Grenier. Je suis très heureux de t'avoir, Emmanuel. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous rappeler un petit peu ce que c'est aujourd'hui Cdiscount, ce que ça représente, et peut-être aussi l'histoire de Cdiscount. C'est une marque finalement qui a été un temps une web brand et puis qui s'est développée. Alors Cdiscount, ça a 20 ans. Ça a été créé en 99. Ça vendait au début pour que du DVD. Au fil du temps, on s'est mis à vendre absolument tous les produits, toutes les catégories, puisqu'il y avait des besoins pour toutes les catégories de la part des clients. Et puis à partir de 2011, ça a été la deuxième grande étape, on est devenu une plateforme, ça a été l'ouverture de la marketplace. Et aujourd'hui, on vend 50 millions de produits différents. On a fait un volume d'affaires de 3,5 milliards l'an dernier, 9 millions de clients sur 12 mois, et on a 20 millions de visiteurs uniques tous les mois. Je finis avec ce chiffre parce qu'il est important, parce que la base de notre actif, ou un des actifs les plus importants qu'on a, c'est le trafic. Et le rachat par Casino, ça s'est fait à quel moment ? En fait, Casino a eu du nez, parce que Casino est rentré au capital quand la société faisait 150 000 francs de chiffre d'affaires. Ah ouais, quand en même. 2000, ça a été créé fin 99, enfin fin 98, ils sont rentrés début 2000. Et par dilution successive, parce qu'à l'époque, les sociétés perdaient de l'argent, ils sont devenus majoritaires au capital. Et moi, je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu étais encore Casino, et tu m'avais dit, la priorité, c'est la logistique. Et je me suis dit, cet homme a tout compris au e-commerce. Alors, à l'époque, oui, parce que les entreprises de e-commerce, ça c'était en 2008, fin des années 2000, étaient des entreprises qui étaient des formidables machines commerciales, mais qui étaient des moins formidables machines à livrer. Et à l'époque, pourtant, on ne parlait que de livraison à J+2, J+3. On était loin de la livraison le jour même ou le lendemain. Et donc, il y a eu un énorme travail de logistique pour faire en sorte qu'on livre correctement les clients, parce que finalement, le seul contact qu'on a avec le client sur Internet, c'est au moment où on livre le colis. Donc, si ça se passe mal, le client ne revient pas. Alors, on va revenir un petit peu sur les marques. Est-ce que tu peux nous dire, en gros, nous dresser un peu un panorama des marques sur lesquelles qui sont présentes sur Cdiscount. Bon, apparemment, il y a encore un peu de travail pour convaincre Max Commensal, mais bon, est-ce que c'est plutôt des grosses, c'est plutôt des petites, et peut-être nous dire quelle est la répartition entre marketplace et site Cdiscount, donc produits que vous vendez en propre. Alors, il y a deux choses. On a énormément de marques, plusieurs milliers de marques. On n'a pas toutes les marques. Parce qu'on s'appelle Cdiscount et que pendant très longtemps, on a été beaucoup de marques. Et encore aujourd'hui, ils ne veulent pas venir travailler avec nous. Pourtant, on a les plus grandes marques mondiales. Celles qui ont le plus de valeur. Mais on a encore du mal à convaincre certaines marques à venir vendre chez nous. C'est un travail qu'on a à faire et je vais expliquer comment on va faire. Et après, entre ce qu'on appelle la vente en propre ou la marketplace, la majorité de ces marques sont vendues en propre. On a des relations directes avec elles, on a des contrats avec elles, on a à peu près 2000 fournisseurs. Et justement, mais on y viendra après, une des opportunités pour les marques, c'est de passer par la marketplace pour développer leur business. En tout cas, parce que ça leur permet de maîtriser leur politique commerciale. Et pourquoi elles privilégient aujourd'hui plutôt les sites de vente en propre ? Parce qu'est-ce qui fait qu'elles ont plutôt tendance à aller vers la vente directe par le site ? Alors, la vérité, c'est que quand elles viennent en propre, c'est qu'elles sont dans un modèle B2B, c'est-à-dire que elles livrent un entrepôt, elles n'ont pas à gérer les prix de vente, elles n'ont pas à gérer leur politique commerciale, et elles fonctionnent finalement comme elles fonctionnaient avec un magasin, mais en ligne. À partir du moment où elles rentrent en marketplace, elles rentrent dans le monde du B2C. Il faut livrer directement le client, il faut monter sa politique commerciale. Et ça, autant les marques sont des spécialistes du B2B au quotidien, autant en B2C, c'était le travail des retailers historiquement.
Et alors, tu parlais effectivement de quelques grandes marques qui sont encore réticentes. Sur les secteurs, est-ce qu'il y a des secteurs plus particulièrement que tu vois basculer ou ça touche à peu près tous les secteurs, comme on le disait au début? En fait, dès qu'on est dans le très haut de gamme, les marques, elles ont du mal avec ces discounts encore. Et en fait, ça bascule au fur et à mesure parce que finalement, ces discounts, c'est un carrefour d'audience, c'est un carrefour de clients. Et toutes les marques ont besoin des clients et ont besoin d'audience. Donc, tant que les marques, elles font leur croissance, tout va bien. Et puis le jour où elles font plus leur croissance, elles viennent nous voir. Et puis elles s'aperçoivent, en commençant à travailler avec nous, que ça se passe très bien et qu'il n'y a pas de problème. Donc en fait, le sujet, c'est l'essai. Les plus grandes marques mondiales, c'est qui? Enfin, en tout cas, haut de gamme dans le high-tech est totalement mondial et gigantesque. C'est Apple, c'est Dyson, c'est Samsung. Et on a absolument tous leurs produits. Et on a absolument toutes les gammes et ça se passe très bien. Après, voilà, on a un travail. Et je fais un travail de conviction pour faire en sorte que les dernières marques viennent nous voir. Et alors, dans cette stratégie et cette relation avec les marques, est-ce que le fait que vous soyez adossé à un groupe comme Casino est un avantage? Et est-ce que vous savez utiliser ça comme un levier et comme une synergie pour justement convaincre encore peut-être celles qui sont réticentes ou plus globalement avoir des deals qui intégreraient à la fois le retail physique et le retail online via ces discounts? En fait, c'est deux sujets. Le premier, c'est que Casino, c'est un nom. Donc, c'est une grosse boîte qui fait 40 milliards d'euros d'activité. Donc, c'est évidemment un critère de réassurance. Ça l'est moins maintenant parce qu'on est gros, mais ça l'était énormément à une époque. Et le deuxième sujet, c'est qu'on propose un dispositif multicanal, puisqu'on a 50 corners dans les hypermarchés, que ça a permis de faire passer la croissance non alimentaire des hypermarchés, qui est négative partout, à du très fortement positif. Donc, les marques, elles sont à la fois en ligne et elles retrouvent une vie dans les hypermarchés. Mais vous arrivez à pousser jusqu'à des politiques d'achat communes ou pas? Oui, on achète en commun. On achète en commun depuis 10 ans maintenant. Et ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, Casino avait la main, puisque Casino était 3 fois plus gros sur le non-alimentaire. Donc le retail était encore 3 fois plus gros. Et aujourd'hui, on est 3 fois plus gros. C'est pas qu'on est meilleur, c'est juste que les tendances de consommation ont basculé. C'est juste que les clients achètent en ligne et plus en hypermarché en non-alimentaire. Ça, c'est une surprise pour personne. Donc c'est ces discounts qui achètent en grande majorité pour l'ensemble des entités. Okay. Donc on a vu quand même des chiffres assez spectaculaires en progression des ventes de produits de marque sur Internet. On parlait de L'Oréal, 40%, on a parlé d'Adidas. Alors on a compris que l'Asie, effectivement, était un petit peu à part. Est-ce que toi, tu sens quand même aujourd'hui, au-delà de la question, effectivement, et on l'a dit, de la relation avec l'image de marque et les risques parfois qui sont perçus par la marque, ou en tout cas les craintes, est-ce que tu sens qu'il y a quand même aujourd'hui un phénomène? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est en train de se dérouler avec un gros potentiel, ou est-ce qu'on va vers une progression progressive et dans le temps? Il y a un gros potentiel pour les marques sur Internet, pour une raison assez simple, c'est que le marché bascule sur Internet. Je donne un chiffre assez simple, en fait. À chaque fois, je dis il y a 700 000 personnes par an, c'est-à-dire à peu près 1% de la population française qui arrive en âge d'acheter. Alors à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ces gens-là, ils achètent d'abord en ligne avant d'aller acheter en magasin. C'est comme ça. On ne pourra pas faire autrement, les habitudes ont changé. Donc 1% par an, ça ne se sent pas. Donc personne ne réagit et ça ne brûle pas. C'est un peu comme le sujet du réchauffement climatique. Et puis un jour, au bout de 10 ans, ça fait 10%, puis 20 ans, ça fait 20%. Et quand 25% du marché a basculé, plus tous ceux qui ont, comme nous, fait une partie de leurs achats en ligne, ça devient un canal incontournable. Ça devient un canal incontournable et les marques l'ont bien compris. Après, le sujet, c'est qu'il y a plein de canaux différents. Il y a en propre, en marketplace, via leur site. Enfin, il y a plein de canaux, il y a plein de manières de vendre pour les marques. On va revenir sur le direct. Justement, cette question de la désintermédiarisation dont on a parlé tout à l'heure. Alors, Emmanuel a remis un peu les pendules à l'heure. Plusieurs témoins ont dit effectivement que voilà, il n'y avait pas une théorie du remplacement d'un canal par l'autre. Néanmoins, on voit quand même, Kering qui abandonne, ou en tout cas qui reprend en main toute la distribution qui était plutôt sur Yox Net-à-Porter. Donc on voit quand même plusieurs grandes marques qui disent moi je veux reprendre le contrôle de mon e-commerce, je veux reprendre la main dessus. Toi, quelle est ta vision sur ce risque de désintermédiarisation dont on a vu par ailleurs dans le sondage du Top 100 qu'il y avait quand même une crainte du côté des distributeurs? Alors c'est peut-être pas le remplacement, mais en tout cas un rôle peut-être de plus en plus important. Moi, je pense qu'il n'y a pas de risque, en fait. Je pense qu'il y a une complémentarité. Je pense qu'il n'y a pas de risque pour 3 raisons. La première, c'est que il y a vraiment que les marques très très puissantes qui peuvent se le permettre. C'est des marques qui sont top of mind, très élevées, et qui font qu'on tape dans la barre de recherche directement leur nom. Et il n'y en a pas tant que ça. La deuxième, c'est
elles ont besoin d'être là où les clients sont. Et à un moment donné, les clients, ils sont sur les grandes plateformes, les grands sites, et tout le monde ne va pas aller acheter la marque sur le site de la marque. Parce que le client n'est pas nécessairement conscient que le site existe, parce que quand le client fait ses courses, il fait des courses qui sont générales, et donc ça sera complémentaire pour moi, et ça sera réservé quand même aux marques assez puissantes, en tout cas les plus puissantes. Mais si j'entends bien, un des arguments quand même du retailer, c'est cette largeur de gamme qui peut offrir à ce choix, et donc d'une certaine façon la praticité. Oui, c'est le choix, la praticité, parce que quand vous êtes sur des sites, que ce soit des sites verticaux, qui traitent le bricolage, le sport, soit des sites généralistes, à un moment donné, quand vous venez pas nécessairement pour une marque, vous venez pour un produit. Quand la marque est puissante, vous venez pour la marque, mais sinon vous venez pour un produit. Vous allez choisir entre les marques. C'est pour ça que la limite du fonctionnement qui est j'ai mon site et je ferai tout mon chiffre d'affaires à travers mon site, on peut y croire, je dis bon courage, parce qu'à un moment donné, tous les clients n'adhèrent pas à ça. Comme tous les clients n'adhèrent pas de basculer tous du offline à online. Il faut tous les modes de communication et surtout, il faut être là où les clients sont, donc il faut être là sur les carrefours de trafic. Et pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'on a une étude qu'on fait tous les ans là, qui montre effectivement qu'on a déjà plus de 20% des internautes qui vont directement sur le site d'Amazon taper le nom sans passer par Google. Et aux États-Unis, je crois qu'on est à plus de 40%. Donc on voit bien la force effectivement et du coup l'enjeu stratégique que représente aujourd'hui Marketplace pour vous pour offrir ce choix beaucoup plus large. Oui, parce que la Marketplace, elle a deux intérêts. Elle a un premier intérêt en fait qui est technique, qui est dans l'indexation par Google et les niveaux d'indexation par Google. Plus vous avez de produits, plus Google vous connaît. Si les produits sont bien rangés, bien sûr, plus Google vous connaît et plus Google vous remonte. Le deuxième sujet, c'est que quand vous avez de l'offre, quand le client vient, plus vous avez d'offres, plus vous êtes sûr de répondre à la question du client. Et il ne faut pas se tromper. Le raisonnement qui dit on s'en sort avec 100 000 offres, qui est le raisonnement d'un magasin. Les magasins, ils ont 100 000 offres en vente alimentaire. Ça, c'est des raisonnements où on a plugué le raisonnement magasin en ligne. Ça ne marche pas. Parce que on a pensé que les clients se contenteraient de ces 100 000 parce qu'on ne leur a présenté que 100 000 historiquement. La vérité, c'est qu'avec 50 millions, on vend plusieurs millions de produits par an. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui voudra ce micro, pas noir, mais vert. L'autre le voudra rouge ou rouge à point vert. Donc on en vendra peut-être que 1 ou 2 par an. D'où les marketplaces, parce qu'on ne peut pas tout porter en stock. Mais quand vous avez des centaines de milliers de refs, vous en vendez 1 ou 2 par an ou 3 par an, ça a fait à la fin d'énormes quantités de chiffres. Vous créez le réflexe. Exactement. Okay. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'audience, 20 millions de VU mois, ce qui est considérable. D'ailleurs, vous êtes depuis de nombreuses années dans le classement FEVAD Médiamétrie en 2e place, avec d'ailleurs assez loin devant les autres. Et en fait, vous avez pas attendu pour monétiser votre audience, puisque vous avez proposé des inventaires médias assez rapidement. Alors d'abord, je crois plutôt sous forme de display. Et aujourd'hui, vous essayez d'aller beaucoup plus loin avec du retail média. On reviendra un petit peu là-dessus, mais est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'activité et en quoi elle peut être extrêmement utile, puisque ça a été indiqué par Emmanuel tout à l'heure. On voit bien que la data est quand même au cœur de cette relation entre la marque et le distributeur. Alors juste avant de répondre à cette question, je veux parler du mobile, parce que le mobile, c'est quasiment 70% du trafic. Et en fait, on a toujours été volontariste. C'est-à-dire, si on attendait le marché en disant on va croître à la vitesse du marché, ça ne marche pas. Donc en fait, et c'est une culture chez Cdiscount, on a toujours forcé les tendances. Quand le mobile est apparu, on a dit on doit être en avant de la tendance. Donc on a incité les clients par des promos, par des jeux, par des modes de fonctionnement différents à venir sur le mobile. J'en parle parce que le mobile, il a aussi un impact sur la monétisation. Les anciens systèmes de monétisation, ce que j'appelle les anciens systèmes, c'est du display, des bannières. Des bannières non ciblées en plein milieu des pages, dont on a été les spécialistes à une époque, et qui nuisent globalement à l'expérience client. La nouvelle étape, qui est réelle en fait, on en a longtemps parlé, c'était pas réel, mais c'est réel, la nouvelle étape, c'est 2 choses. La première, c'est de faire des produits sponsorisés ciblés. C'est-à-dire, au lieu de mettre des bannières, je propose à l'industriel ou au vendeur de venir pousser son produit dans le moteur de recherche. Et le moteur remontera, le produit remontera dans le moteur sur un équilibre, combien j'ai mis d'argent et à quel point le produit est pertinent. Parce qu'il ne faut pas remonter des produits non pertinents. Et ça, c'est un gros avantage pour les industriels et un gros avantage pour nous, c'est que ça transforme. Une bannière, ça fait du branding. Ça, vous remontez un produit, le client clique, il convertit, il achète. C'est du chiffre d'affaires pour l'industriel ou pour le vendeur, c'est du chiffre d'affaires pour nous. Le deuxième volet, c'est des volets en fait qu'on appelle Web to Store. On est capable,
parce qu'on est une enseigne multicanale et qu'on a des magasins alimentaires. Je rappelle juste que Casino, c'est Franprix, Leader Price, Monoprix, Géant, Supermarché et la proximité. C'est 10 000 magasins en France. On connaît nos magasins, on connaît nos clients en magasin parce qu'on a des cartes de fidélité et on connaît nos clients en ligne. Donc on est capable de faire la jointure entre des cookies et des cartes de fidélité, pour faire simple. On est capable de mesurer l'impact d'une campagne faite en ligne, justement de display ciblé, sur les ventes en magasin. Le premier sujet dont je vous ai parlé, c'est un sujet très non alimentaire sur les produits sponsorisés à ce stade. Ce deuxième sujet, c'est un sujet très alimentaire, notamment quand les industriels alimentaires font des campagnes de publicité. On est capable de faire la mesure et surtout d'avoir des campagnes en disant on vous fait la campagne en ligne, vous vendrez en ligne, mais vous vendrez aussi en magasin et on est capable de vous faire le ROI de tout ça. Donc le sujet, il est non seulement en ciblage, il est produit qui remplace des bannières, mais il est aussi cross-canal. Et on arrive maintenant à mesurer l'impact des deux. C'est assez redoutable et en même temps, c'est là où on voit vraiment, on touche du doigt la véritable convergence entre les deux. Puisque oui. Ton client, tu le prends sur le site, tu le récupères en magasin et tu peux ensuite continuer comme ça à poursuivre son parcours. Et donc, pour ça, il y a trois actifs. Il faut du trafic. Sans trafic, il n'y a pas de monétisation. La deuxième, c'est qu'il faut des données. Et on a fait quelque chose qui a mis un peu de temps à se mettre en place, mais qui est accéléré dans la dernière année et demie, c'est qu'on a mis ensemble les données de Cdiscount et de toutes les enseignes de Casino. Ça fait qu'on a 30 millions de profils. On a quasiment la moitié de la France en profil de consommation. Et le troisième, c'est qu'il faut de la techno. Il faut énormément de techno, parce que ce que je vous explique sur je bide, je fais un pari sur un produit dans le moteur de recherche, et en temps réel, il remonte, je vous dis qu'il faut énormément de techno, parce que ça doit prendre 1/10 de seconde, et ça doit se calculer en temps réel, et se recalculer pour chaque client, et pour chaque produit. Et là, toujours dans ce phénomène de convergence et de suivi du parcours client, est-ce que vous arrivez à activer le client dans le magasin ? Oui, alors oui, il y a des projets pour activer le client dans le magasin. Un client qui serait passé Internet et que vous aurez identifié en magasin. On n'y est pas encore. On peut le faire à travers les coupons. La solution, c'est les coupons. Parce que pour activer la carte de fidélité. Ouais. Pour activer un client à la fin, vous pouvez lui dire achète, mais la conversion, si le client n'est pas dans l'acte d'achat, elle passe pas toujours, mais souvent par une promotion, en tout cas un coupon ciblé. Okay. Alors, le temps avance. J'aimerais bien que tu me dises un petit peu les autres services que vous pouvez proposer aux marques, indépendamment de ces aspects extrêmement importants de communication et de publicité plus efficaces. Quels autres services vous proposez aux marques ? Il y a deux services. Il y en a un d'abord qui fait un carton, qui existe depuis 2-3 mois, qui est en fait des promos personnalisés. On a trouvé un moyen de personnaliser nos promotions, pas à la mode historique, qui est je parle bien du non-alimentaire. En alimentaire, ce sera très différent parce que quand vous achetez des yaourts chaque semaine, on sait que la semaine suivante, vous allez en racheter. En non-alimentaire, tout à l'heure, vous disiez il faut 6 à 8 mois pour que quelqu'un décide d'acheter un bijou. On sait que pour un ordinateur, il faut 7 jours. Donc en fait, on a besoin d'informations chaudes et pas froides. Si vous avez acheté une machine à laver, un ordinateur et un pneu, personne n'est capable de dire ce que vous allez acheter en 4e produit. C'est absolument impossible. L'information qui est importante, c'est l'information chaude des 7 derniers jours, mais surtout des dernières minutes. On est capable, en fonction de votre comportement sur le site, de calculer votre ratio et votre taux de probabilité d'achat, et donc de calibrer la promo en fonction de ça. Quand vous faites ça, les promos, l'efficacité des promos est multipliée par 2. On l'a fait, nous, en interne au début. Et puis on l'offre maintenant aux vendeurs marketplace, on l'offre aux industriels, et en fait, comme ils connaissent encore mieux les produits que nous, ils le font encore mieux que nous. Et ça cartonne. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'ouvrir. C'est pas ouvert à tout le monde, c'est en test, mais les résultats sont... Mais du coup, je ne sais pas si tu peux répondre à la question. Que représente votre partie vente par rapport à cette partie qu'on va qualifier plutôt de conseil à travers la publicité et les autres services, c'est-à-dire cette partie servicielle que vous offrez aux marques et aux autres marchands? Elle représente des montants qui sont en dizaines de millions d'euros. Mais en pourcentage de l'activité? Je ne pourrais pas vous le dire parce que c'est des chiffres qui sont... Comme on est une boîte cotée, je ne peux pas donner des chiffres que je ne donne pas au marché. Mais c'est important en valeur parce que c'est du résultat qui va directement en bas du compte. Mais par rapport aux 3,6 milliards, ça reste toujours symbolique. Mais pour toi, ça fait partie du modèle économique aujourd'hui d'un e-commerçant? Mais complètement, parce qu'on est dans un modèle dans lequel le core business, c'est-à-dire les produits qu'on vend en propre, est à la limite de la rentabilité. Pour investir, il faut qu'on soit rentable par ailleurs, pour financer les investissements. Donc la marketplace en fait partie, et ça en fait partie. Okay. Alors, on va devoir conclure parce que le temps passe. Donc, on a vu beaucoup de marques donner des conseils aux autres marques. Toi, tu es distributeur. Quel conseil tu donnerais justement à une marque qui veut accélérer sur le digital, en dehors de venir voir Cdiscount? Alors moi, je donnerais
3 conseils. Le premier, c'est d'arrêter de se poser des questions et d'y aller vite. Parce que le temps tourne très très vite sur Internet. 5-6 fois plus vite dans le réel physique. Le deuxième, c'est d'y mettre des moyens. Parce que nous, on n'est pas 50, on est 1500 en logistique. Tous les grands sites de Internet ont des effectifs conséquents. Et le troisième, c'est de tester. En propre, en marketplace, tester. Il y a plein de modèles différents et on vous accompagnera quel que soit le modèle. Ok, merci. Alors Emmanuel, pour conclure, on t'a demandé aussi à toi quel était le morceau de musique idéal pour fêter. Alors on t'a pas dit une levée de fonds parce que bon, je pense que c'est derrière vous, mais plutôt pour fêter. Alors soit les 30 millions de VU, soit les 5 milliards de GMV. Enfin, c'est, je crois, des objectifs que vous êtes fixés. Et toi, tu nous as dit que pour toi, la meilleure musique, c'était ça. On est très rock'n'roll à la FEVAD, hein, parce qu'il y a 2 queens quand même. Tu peux nous dire un mot sur ce morceau ? C'est ma génération aussi. C'est un morceau qui date de 75. C'est Queen. Non, mais c'est surtout It's a long way to the top. Donc, It's a long way to the top. Je crois qu'on va conclure là-dessus. C'est un beau message. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci.